James Douglas Morrison, dit Jim Morrison, est né le 8 décembre 1943 en Floride. Aîné de 3 enfants, il est issu d'un milieu plutôt conservateur. La famille déménage souvent au cours de son enfance. Son père, officier de la marine de guerre américaine, est amené à changer fréquemment de poste. Cette instabilité marquera profondément son tempérament. James est un enfant rebelle, n'hésitant pas à exprimer tout haut sa pensée, et ce, devant quiconque et en public. Cependant, il est un élève qui réussit plutôt bien à l'école. Mûr pour son âge, il s'évade dans les livres et développe assez tôt un comportement asocial et instable, se liant très peu avec les enfants de son âge. Alors qu'il est encore petit, lors d'un trajet familial en voiture qui les mène de Santa Fe à Albuquerque, James et sa famille sont témoins d'un grave accident de la route. Parmi les accidentés, des natifs amérindiens blessés, dont Jim se souviendra toute sa vie. Il raconte comme cet épisode l'a profondément marqué et aussi la façon dont les natifs ont, lui semble-t-il, sauté dans son âme. Adolescent, James se montre caractériel mais aussi créatif, inventant toutes sortes d'histoires et de jeux. Sorti de l'école secondaire, il s'installe chez ses grands-parents à Clearwater et s'inscrit à des cursus de psychologie et philosophie. Les enseignants rapportent que les compétences et connaissances du jeune James les stupéfiaient. Plus tard, il part pour la Californie dans l'idée de s'inscrire à l'Université de Californie à Los Angeles en faculté de cinéma. C'est à ce moment-là, vers le début des années 60, qu'il commence à tester diverses drogues, dont le cannabis et le LSD. Il termine ses études de cinéma, puis décide de fonder un groupe de rock. En 1965, il s'installe à proximité de Venice Beach et vit quelque temps sur le toit d'un entrepôt. C'est à ce moment qu'il commence à écrire les futures chansons qui feront partie des premiers albums des Doors. Au détour d'une promenade, il rencontre Ray Manzarek, futur claviériste des Doors, qui lui demande de lui chanter une de ses chansons. Ray est immédiatement séduit par l'intensité des paroles. Les deux jeunes hommes décident alors de fonder un groupe ensemble. Une fois les autres musiciens trouvés, le groupe commence à se produire dans des bars de Los Angeles. Nous sommes en 1966. C'est à cette époque qu'il rencontre celle qui deviendra sa compagne jusqu'à la fin, et malgré leurs infidélités réciproques, Pamela Courson. Celle-ci n'a que 19 ans et est étudiante en art. Cette même année, en 1966, le groupe est repéré par un producteur de la maison de disques Elektra. Le premier contrat est vite signé. Jim Morrison coupe alors les liens avec sa famille, allant jusqu'à écrire dans un album que ses parents sont décédés. Le succès du groupe grandissant, Jim commence à poser pour divers magazines. Son physique avantageux et son sourire font de lui un nouveau sexe symbole. Avec l'année 67 et l'engagement des USA dans la guerre du Vietnam, les textes de ses chansons se font plus engagés. Parmi celles-ci, le titre « Unknown Soldier », entre autres. Le succès fulgurant et soudain du groupe, sa notoriété déstabilise James Douglas. Ses paroles prônant la liberté, l'amour libre, la consommation de drogue et d'alcool le rendent suspect aux yeux des services de police qui commencent à le surveiller de près. Sans doute mu par une envie de provocation, le chanteur des Doors ne se prive pas de décrédibiliser ouvertement l'autorité sur scène et d'inciter la foule à se rebeller. Le 9 décembre 1967, il est interpellé en plein concert et arrêté pour comportement immoral et trouble à l'ordre public. Ces événements auront un impact tel sur lui qu'il décidera progressivement de quitter cet univers musical et scénique. Les relations avec les autres membres du groupe deviennent tendues. Mais Jim a d'autres projets, comme la poésie. Il rencontre lors d'un passage à Londres l'écrivain Michael McClure, qui, après avoir lu certains de ses poèmes, l'encourage à les faire publier. Des dissensions dans le groupe finissent par le conduire à vouloir cesser définitivement sa collaboration. Après un dernier concert catastrophique à Miami en mars 1969, où le chanteur apparaît ivre et sera accusé de s'être montré nu sur scène, Jim Morrison est pointé du doigt et la situation du groupe semble aller à la dérive. Leur tout dernier concert a lieu en 1970. Au printemps 1971, Jim quitte Los Angeles, direction Paris. Il va rejoindre son amie de toujours, Pamela Courson.
Il souhaite se remettre de son expérience de star et décide de prendre de longues vacances afin de s'adonner à l'écriture, de la poésie et au voyage. Il visitera ainsi l'Espagne, l'Europe du Sud et restera quelque temps au Maroc. De retour à Paris, le chanteur commence à boire de plus belle et renoue avec son addiction des drogues. Il sera découvert mort dans la baignoire de l'appartement qu'il occupe avec sa compagne le 3 juillet 1971. En 1991, sort le film culte The Doors d'Oliver Stone qui retrace le parcours du chanteur-poète et relance l'engouement pour la musique du groupe dans le monde entier. C'est l'acteur Val Kilmer qui sera choisi pour le rôle de Jim. Sa ressemblance physique avec le chanteur est plus que troublante. Les circonstances de sa mort restent à ce jour contestées et en proie à une multitude de spéculations. On l'aurait assassiné, il aurait fait partie d'une mafia, etc., etc. Aussi, que peut-on encore apprendre sur l'incroyable destin d'une rockstar qui souhaitait changer de vie? Bien le bonjour à nouveau, chers amis du mystère, et bienvenue sur ma chaîne, Les Oracles d'Edelweiss. Alors, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre confiance, j'espère aussi que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va aller dans quelque chose, dans une affaire un petit peu plus légère, si je peux dire ça comme ça, parce que ces derniers temps, j'ai traité d'affaires qui étaient plutôt très lourdes émotionnellement, et puis je pense qu'un peu d'aération, un peu de quelque chose de différent, ça fera pas de mal, voilà. J'espère que vous allez très très bien, j'espère aussi que si ce n'est pas le cas, vous ne perdiez pas de vue l'espérance. Aujourd'hui, avec l'oracle orientiste, donc, nous allons explorer le destin de James Douglas Morrison, dit Jim Morrison. Le sujet est venu à moi parce que, en général, quand je décide de faire un tirage, c'est comme ça que ça se passe. J'ai une pensée récurrente sur une personne, je tombe sur des reportages sur cette personne, j'ai des flashs comme ça, et puis je sais que c'est une bonne idée. Les sujets viennent à moi sans que je les cherche, si vous voulez. Donc c'est tombé sur Jim Morrison, qui est d'ailleurs un personnage que j'ai toujours beaucoup apprécié pour son côté aussi un peu double. Voilà, le leader, mais en même temps l'homme très sensible, poète et rockstar à la fois. Voyez ces contradictions qui sont toujours intéressantes à analyser. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Et afin de fêter les 30 abonnés que j'ai, donc on a franchi la barrière des 30, j'en suis très très heureuse et je vous remercie infiniment. Je souhaite organiser un petit concours. Alors si vous souhaitez participer au concours, mettez-moi dans les commentaires, je participe, avec un... Voilà, je participe. Et je ferai un tirage au sort par la suite, quand j'aurai recensé tous les participants. Je ferai le tirage au sort en vidéo et la personne qui gagnera aura droit, s'il le désire, bien sûr, si elle le souhaite, à une guidance, un tirage gratuit que nous ferons ensemble par téléphone. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, mettez « je participe » et puis merci de faire partie de cette formidable aventure qui est l'exploration par les oracles. Nous allons commencer les cartes. Donc j'utilise Oracle Orientis, un oracle que j'avais déjà présenté. Si vous êtes intéressé par cet oracle, eh bien je mettrai dans ma description aussi les références pour l'obtenir. Donc les cartes ont été mélangées, je vais couper. Et je vais voir ce que j'ai déjà au dos. Ça sera le dodécade, ce sera une première indication. Voilà. Alors, on a la carte ici du couscous. Alors, c'est pas seulement l'alimentation. Hein. Le couscous, c'est aussi la légèreté, la pesée aussi. On pèse des quantités. On pèse le pour, on pèse le contre. On est peut-être dans un choix de vie, dans quelque chose où il va falloir prendre des décisions très très importantes, un tournant dans la vie. Voilà, c'est ce que symbolise aussi le couscous. La légèreté aussi, comme je vous disais, certaines convivialité aussi, le partage, c'est tout ça. Très bien. Alors, nous allons commencer
Alors, James Douglas Morrison. Jim Morrison. Voilà. J'ai toutes mes cartes ici. Alors, on commence par la première. La lumière à l'envers. Alors, nous avons la lampe ici. Donc, ça nous parle de la personne en elle-même. Hein, voilà. Je pense que ça peut évoquer chez lui cette nature double. Cette nature à la fois de leader, lumineuse, on est sur les devants de la scène, mais au fond de soi, il y a un certain repli, il y a quand même et aussi une grande part d'ombre. Je pense que je vous apprends rien, si on connaît un peu le poète rocker, eh bien, on sait qu'il était relativement tourmenté par certaines idées, par certains actes, faits qu'il avait vécus. Donc la lumière inversée, ça nous indique aussi également qu'il est, bon, il est bien décédé. Hein. On va voir ce qui vient vis-à-vis. Alors une chicha. La chicha représente dans ce tirage le calumet de la paix. Les accords, les décisions, mais aussi les moments qu'on passe ensemble. Dans le cas de Jim Morrison, pour moi, ça fait écho à cet univers natif américain qui semblait quand même un peu lui coller à la peau. Alors, il avait donc fait une expérience, étant très très jeune, étant enfant, je crois, d'interconnexion d'âme, on pourrait appeler ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que lui, il l'aurait vécu. Donc, cet accident de la route où un camion transportant une famille de personnes natives américaines, je crois, s'était renversé. Il y avait des blessés au bord de la route et peut-être même des Indiens en train de décéder. Et à ce moment-là, une part de leur âme était rentrée en lui. Et ça a influencé toute sa vie, ça a influencé toute sa carrière pour moi. Et ça a rendu de la lumière à son côté qui était obscur. Ça a donné l'illusion, ça a donné le rêve, tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans le conseil? Voilà, alors on a une salle de tribunal. Une salle de tribunal inversée. Alors pour moi, les accusations qui étaient portées à son encontre, notamment d'exhibition, d'ailleurs ça n'a jamais pu être prouvé, hein, on n'a aucun document qui atteste cela, eh bien, il a fui les États-Unis à cause de ça, ben finalement il a bien fait. Parce qu'il n'y avait pas de fondement, c'était selon moi de fausses accusations, ou des accusations, si vous voulez, exagérées. Parce qu'il y avait bien à côté de lui quelque chose qui ne me plaisait pas. Moi, je ressens que c'est la liberté, hein, c'est le fait qu'il prônait la liberté. Les gouvernements, quand c'est dit directement comme ça, en tout cas à l'époque, peut-être plus maintenant, hein, maintenant on parle de liberté à tout va, mais dans les années 60, même si c'était l'essor, hein, mai 68, etc., trop montrer de rébellion, c'était pas un bon exemple pour le peuple, vous voyez ce que je veux dire, hein. On avait peur de ça, les gouvernements avaient peur de ça, bien sûr. Ça a donné quoi? Une jeune femme à l'envers. On peut y voir sa compagne, hein, Pamela Courson, qui est tombée, hein, quelque part avec lui, ou avant, ou pendant. On peut y voir aussi une certaine innocence perdue, la fin de l'innocence, la fin de la pureté, et le chacal. Alors, un chacal, un animal du désert, on retrouve les Amérindiens ici pour la fin, c'est très beau, ça a du sens pour moi. Eh bien, c'est aussi le symbole de la ruse, voilà, d'une certaine ruse. Moi, je ressens que ce personnage était quelqu'un qui en savait beaucoup. Il était évidemment, je vous apprends rien, avant-gardiste, très en avance sur son temps, trop en avance sur son temps. Les personnes en général qui perçoivent les choses si vite et si jeunes, elles font des trajectoires très courtes dans le monde. Il avait une sagesse ancestrale en lui, probablement transmise par cet éclat
de transmission d'âme lors de cet accident. Pour moi, c'est réellement passé quelque chose de clé. Hein. Il avait ça en lui. Il avait une sagesse amérindienne clairement en lui. C'était pas du pipeau, hein, son histoire de flash au bord de la route. Non, non. Il s'est réellement passé quelque chose de décisif pour lui. Hein. Qui a été à la fois un moteur dans sa vie, un moteur d'inspiration, un moteur, voilà. Et qui l'a poussé à aller au fond des choses aussi. Hein. Dans la vérité, dans la quête de soi. De l'huile d'argan. On peut y voir un certain baume. On peut y voir du baume au cœur. Alors, sous les airs de Rockstar se cachait un être extrêmement sensible. Ça, je crois qu'on l'aura compris. Et cette carte peut nous rappeler que il y a l'écorce d'un être et il y a une grande sensibilité intérieure. Quoi d'autre pour James Douglas Morrison? La protection. La protection. De nouveau, je retrouve cet esprit ancestral, amérindien, où on a mis quelque chose sur lui. Hein. On a mis, mettre la main sur quelqu'un. On a posé, je dirais, un certain pouvoir. Alors, quelque chose de positif, hein, je précise quand même, avec cette carte-là. Hein. Bon, c'est la carte de la protection, c'est la carte de la chance, c'est la carte ça augure de bonnes choses, on est d'accord. Hein. Mais son aventure avec les Amérindiens, ça, en quelque sorte, si je voulais m'exprimer un petit peu plus clairement, c'est comme s'il avait été élu. Il avait été élu par le peuple ou par certains Amérindiens. On lui a mis la chance dessus, on lui a mis la baraka, comme on dirait dans d'autres cultures. Mais transposer ça aux Indiens d'Amérique. Voilà. Parce que j'ai comme le calumet de la paix, j'ai la baraka, j'ai le fennec qui est un animal du désert, avec la sagesse qui va avec. On lui a fait un don. Les Amérindiens croisés ce jour-là lui ont transmis un don, quelque chose. Donc peut-être qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, Jim Morrison était promis à un avenir, selon moi, exceptionnel, en tout cas hors du commun, qui allait faire parler, qui allait amener. Alors, amener quoi? Qui allait le mettre en route. On a la carte de la caravane dans le désert. On a la carte des longs voyages, des voyages au long cours. Donc, ça augure une existence aussi, oui, où on bouge beaucoup. Où, ma foi, la stabilité n'est pas forcément la première qualité de cette vie-là. Hein. Il y a quelque chose qui se met en route à partir de ce moment-là. Il y a clairement eu, oui, comme je vous dis, une communion d'âme. Quelque chose s'est mis en route à partir de ce moment-là. Quelle était, on va dire, la mission de vie ou la mission de vie principale de ce chanteur-poète? Le sel. Alors, mettre du sel. Mettre du sel dans la vie des gens. Susciter des réactions, faire vivre, rendre vivant les personnes. Vous voyez, le sel, c'est ça. Hein. Interroger, en lisant ses textes, en écoutant sa musique, en observant son parcours de vie, on s'interroge sur notre propre vie. Hein. Et oui, c'est vraiment, et moi dans ma vie. Est-ce que j'en mets assez du sel? Est-ce que j'ai du sel? Est-ce que je suis vivant? Est-ce qu'on est vivant? J'aimerais maintenant m'interroger un peu plus précisément sur son départ à Paris. Qu'est-il venu chercher à Paris? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a réellement trouvé à Paris? Une âme d'enfant, un changement, retrouver une âme d'enfant, fuir ses responsabilités écrasantes, vivre de manière plus libre, plus insouciante. Et sur les quais de Paris, à cette époque-là, dans un Paris qui était quand même aussi un petit peu en effervescence culturelle, ça l'a toujours été, eh bien, il pouvait retrouver ça. C'était un moyen de retrouver cette innocence, cette joie de vivre, cette légèreté. On avait la légèreté au début,
en dodécade. Hein. C'est ça, en fait. Je pense que lui, il aspirait plus à une légèreté, une liberté qu'au succès phénoménal des Doors, hein, au fond de lui. On a ici une alcôve, une intimité. Alors, cette carte, elle nous indique aussi qu'il cherchait à fuir aussi ce monde où on est traqué. Hein. Quand on est ultra connu, on n'est pas tranquille. Une intimité. Il venait un petit peu, j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait qu'il était venu un peu se cacher à Paris, se mettre au vert, vraiment se retirer. Et pour moi, il y avait derrière une envie totale de changer de vie, hein, une envie de... J'entends, s'il n'était pas décédé à Paris, il ne serait pas retourné à sa vie d'avant de rockstar. Hein. Probablement pas. Parce qu'il y avait une envie de... Il y avait une certaine forme de sagesse qui s'était emparée de lui à ce moment-là. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il avait réalisé les excès. Peut-être le fait d'être traqué par la justice lui a fait réaliser certains excès et voilà. Vous allez me dire, ça ne l'a pas empêché par la suite de retomber dans ces excès, mais parce que, si vous voulez, il a souhaité vivre une vie totalement libre, sans entrave. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent libre intérieurement? On laisse cours à ses passions. Si on aime manger, eh bien on mange des bons petits plats. Si on est enclin au paradis artificiel, on va les retrouver sans entrave, sans s'auto-censurer, si vous voulez. Il avait choisi de vivre comme les enfants. Un enfant, quand il a faim, il fait quoi? Il mange. S'il a envie d'une glace, il mange une glace. Voilà. Il voulait retrouver ça parce que pour moi, il l'a pas assez eu. Hein. Il est tombé, si je peux dire, dans la gloire trop jeune. Cette part d'innocence, il l'a pas eu. À un moment donné, on est probablement peut-être rattrapé par ça. Quoi d'autre pour Jim Morrison sur sa vie à Paris, sur ce qui lui est arrivé à Paris? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Intéressant. Parce qu'ici, on a la route de la soie. La route de la soie inversée. Donc, la route de la soie, vous voyez, elle est pavée d'or, elle est merveilleuse, elle est belle. La route de la soie, c'est aussi la route à travers les pays. C'est un certain parcours que l'on fait à travers les pays. Donc, ça nous indique bien un changement de pays. Ça nous indique bien le voyage qu'il a fait pour se rendre à Paris depuis les États-Unis. Et là, on a la placidité, la tranquillité, un peu la stagnation du chameau. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il s'ennuyait, c'était pas tout à fait ça. Hein. Il s'ennuyait pas, mais il avait retrouvé un certain... On va dire qu'il avait son train-train. C'était pas une vie extraordinaire d'un point de vue révélateur de sens, ou une vie mondaine, parisienne. Non, c'était plutôt une reclusion. Vous voyez, on retrouve l'alcôve. C'était une vie pépère, j'ai envie de dire, qui vivait de manière très pépère, se laissant guider par ses envies, ses instincts, mais assez posée et assez stagnante. Il a tourné le dos aux paillettes. Hein. Vous voyez, il avait clairement... Pour moi, il était dans une envie de changer de vie totale, et c'est ce qu'il allait faire. Hein. Cette envie était authentique, hein, vraiment, clairement. Il ne serait jamais retourné dans le show business, selon moi, jamais. Donc les Doors, c'était bel et bien fini avec lui, en tout cas. Hein. Et comme il était l'âme des Doors, ben, écoutez... Bon, il y avait quand même un côté déboussolé, un côté où il était perdu. Il y avait quand même des questionnements. C'était pas simplement l'insouciance vécue. Ou quelque chose est venu perturber son équilibre aussi. On peut le voir comme ça. La boussole renversée. Je pense que dans les premiers temps, à Paris, il était dans une vie assez tranquille, assez sereine. Quelque chose est venu bousculer sa tranquillité parisienne, mais quoi? Qu'est-ce qui est venu bousculer? Qu'est-ce qui est venu bousculer ses habitudes? On nous montre un hôtel. C'est intéressant cette carte parce que je ne la sors pas souvent. C'est un hôtel. Bon, oui, alors il a vécu dans un premier temps dans un hôtel. Alors, cette carte symbolise les hôtels et tout ce qui peut se passer dans un hôtel, des rencontres fortuites, des séjours plus ou moins longs. Mais ça nous montre aussi un non-attachement à son domicile, c'est-à-dire que... Bon, je sais que par la suite, lui et Pamela, sa compagne, avaient pris une sous-location chez une dame qui était mannequin à Paris. Hein. Madame Rivière, si je ne me trompe pas.
c'est une manière de vivre. Comment vous dire ça? C'est une manière de vivre en bohème. On ne s'attache pas dans le lieu dans lequel on vit. On traverse les espaces comme ça, mais il n'y a pas d'attachement réel. Ça peut aussi nous montrer une fuite, peut-être une fuite un peu perpétuelle. Hein. Paris, c'était le premier lieu. Est-ce que ça n'aurait pas été après, je ne sais pas, l'Espagne? On sait qu'il a voyagé en Espagne, au Maroc, mais ça nous montre quand même une volonté de ne pas s'attacher au lieu de vie. Hein. Quoi d'autre pour Jim Morrison? Qu'est-ce qui a provoqué, je vais demander maintenant, qu'est-ce qui l'a précipité dans son destin, pour ne pas dire sa mort, ou si je peux avoir une indication, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a renversé la boussole à un moment donné? Qu'est-ce qui a renversé la boussole? Une femme. Voilà. C'est drôle, je m'y attendais. Elle est venue comme ça. Oui, oui. Ah oui. Alors on a sa compagne évidemment ici. Hein. On a une femme d'un âge assez mûr, mais quand même encore jeune. C'est Pamela ici. Ouais. Alors je ne vais pas commencer à, si je peux me dire comme ça, casser du sucre sur le dos de cette femme qui avait ses qualités, qui avait ses défauts, qui, ma foi, qui prenait des substances. Elle était déjà avancée dans sa consommation. Cette femme qui comptait dans sa vie, il y avait un attachement qui était quand même assez conséquent, assez fort entre James Douglas Morrison et Pamela Courson. Seulement, en arrivant à Paris, elle s'est mise à fréquenter le milieu, un milieu pas recommandable, qu'il ne fallait pas. Et en quelque sorte, ça a catalysé le fait qu'elle prenne des substances a, si vous voulez, catalysé peut-être le fait que Jim Morrison en prenne aussi. Donc c'était vraiment... c'est un jeu entre un couple, si vous voulez. L'un sans l'autre, peut-être qu'ils n'auraient pas consommé. Mais le fait qu'ils soient les deux ensemble s'encourageait un petit peu à consommer. Vous noterez que je n'ai pas dit que c'était de sa faute, hein, parce que chacun est maître de son destin. Et on est toujours libre, hein, personne ne nous oblige à quoi que ce soit. Il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Maintenant, autour de son décès, autour de sa mort, il y a des circonstances qui n'ont jamais été très claires. Hein. Est-ce qu'on peut m'en apprendre un peu plus là-dessus? J'ai la remontée des âmes qui reviennent, des âmes qui sont toujours en contact. Alors, je vous apprendrai rien en vous disant que le cimetière du Père-Lachaise draine des centaines ou voire des milliers de visiteurs encore aujourd'hui. C'est l'une des tombes les plus visitées. Il y a quelque chose de nouveau, hein, d'immortel autour de Jim Morrison, mais au-delà de ce qu'il a représenté, au-delà de sa musique, hein, ça va beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui lui avait été donné, qui transcende les âges, qui va vers l'éternité, et on en parlera encore dans 500 ans. Il a laissé une empreinte très forte, je dirais sur l'inconscient collectif. Un égrégore qui draine encore, voilà, et on l'a ici, c'est inversé. Alors, c'est aussi la carte de l'illusion, c'est la carte des splendeurs passées. Pour moi, il y avait quand même un grand désenchantement chez Jim Morrison, qui, une fois arrivé à Paris, a commencé à prendre un peu ses marques, a passé du bon temps, s'est fait plaisir, bonne nourriture, bonne compagnie, les terrasses des cafés, etc. Donc il y avait une joie de vivre. Mais avec le temps, vous comprenez, sans une créativité constante, on tourne en rond au bout d'un moment. On tourne en rond. Se laisser vivre, c'est bien beau, mais il y avait quelque chose de l'ordre du... Voilà. Et maintenant, je fais quoi maintenant? Vous allez me dire, il s'est mis à écrire, oui, alors c'est sûr. Mais autour de sa mort, est-ce que c'était... Moi, je pose quand même toujours la question que beaucoup de gens se posent, vu que les circonstances sont troubles. Est-il mort chez lui? Est-il mort dans un restaurant, dans un café ou dans un bar? Était-ce une surdose? L'a-t-on intentionnellement aidé à partir? Toutes ces questions, je dirais, peuvent encore être sans réponse de nos jours. Alors, Jim Morrison. Ah, oui. Ah, oui. Moi, il y a un homme qui apparaît la tête en bas. Hein. Alors, je ne vais pas chercher très loin. Pour moi, cet homme, c'était le fameux... Je ne sais pas si je peux dire dealer, hein,
que sa femme fréquentait, je ne sais plus son nom d'ailleurs, mais figure locale, qui était très riche aussi, hein, qui possédait beaucoup de choses. Et je dirais que cette personne, elle l'a trahi. Elle l'a trahi, elle apparaît la tête en bas. Bon, elle n'était pas bien elle-même, hein. C'était pas quelqu'un d'équilibré, hein. Il était lui-même dans les stupéfiants. Mais il l'a trahi d'une certaine façon. Si vous voulez, j'interprète cela comme le fait que c'est par cette personne-là, à l'envers, donc de manière négative, que la mort de Jim Morrison est arrivée, a survenu. Alors, maintenant, la question se pose si c'était intentionnel ou pas. La question se pose aussi de savoir si c'était volontaire, si c'était un accident. J'ai le poignard ici, hein. Le poignard inversé, mais le poignard quand même. Le poignard qu'on retourne contre soi. Bon, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas aidé. Je vais y être claire. On ne l'a pas aidé dans le sens où on ne lui a pas tendu la main pour qu'il consomme moins. Il se peut aussi qu'on l'ait laissé seul dans la baignoire trop longtemps sans se préoccuper de lui, que ce soit elle ou que ce soit lui. Si ça a eu lieu chez eux, mais évidemment, c'est elle qui aurait dû réagir plus vite. Si ça a eu lieu dans un bistrot, il y avait quelqu'un, probablement un homme, un tenancier, qui aurait pu réagir avant, hein. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Jim Morrison. Jim Morrison. La voix royale. Oui, son souvenir, il perdurera encore longtemps. Il va rester comme un exemple, en quelque sorte. Le poète maudit, mais pas que. Hein, celui aussi qui avait compris beaucoup de choses. Celui qui ouvrait la voie à des formes de pensée, qui ouvrait la voie au mysticisme, qui ouvrait la voie à... probablement à d'autres artistes. Hein. On sait que toute la vague des années 80, le post-punk, mais bien avant encore, découle de ces années psychédéliques. Hein. Ça perdure, il y a quelque chose de solennel, il y a quelque chose de grand, de solennel. Il est venu pour quelque chose, pour accomplir quelque chose de grand. La justice de nouveau. Hein. La justice, on sait qu'il y avait un procès qui l'attendait, on sait qu'il allait être jugé. Mais c'est aussi peut-être sa propre autocritique. Je pense que toute sa vie, il a pesé le pour et le contre dans sa vie. C'était quelqu'un qui se remettait énormément en question. Et sous ces airs, oui, de super rockstar, qui s'alcoolise, il y avait vraiment tout le temps de la réflexion. Hein. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que des personnes qui consomment, généralement, c'est des personnes qui sont très intériorisées, qui se posent énormément de questions, et on consomme des substances pour s'alléger dans ce marasme de questionnement. Mais quoi d'autre au sujet de sa mort? Était-elle accidentelle? On a un salon, on a une salle d'attente. Pour moi, l'attente a été décisive dans son décès. Hein. Alors, soit c'est lui qui attendait trop pour se faire soigner, peut-être qu'il aurait dû partir en cure. Soit c'est les gens autour de lui, hein, qui sont absents. Vous voyez, il n'y a personne. Hein, il n'y a pas de personnage dans cette salle d'attente. Pour moi, on a trop attendu. Il aurait fallu appeler tout de suite les secours. Il aurait fallu... Alors, ce serait un concours de circonstances très difficile, très douloureux, dommage. La construction, le plan. Il ne faisait rien à la légère. Encore une fois, lorsque je vous dis, je vous parle d'une personne, lorsqu'on pense au personnage, tout ce qu'il a fait, que ce soit musicalement, dans sa vie, c'était très très réfléchi, hein, sous ces airs un peu comme ça de bon vivant. Beaucoup de questionnements très réfléchis, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Quoi d'autre? On va encore aller un petit bout. Hein. L'éternité, vous voyez, ça ressort. Hein. La solennité, l'éternité, la grandeur. Hein. C'est assez énorme. Il a vraiment reçu quelque chose dans son aura, probablement de la part des Amérindiens, pour qu'on ne l'oublie jamais. Hein. Et c'est pour ça que c'est la tombe la plus visitée, parce que, dans le fond, alors,
les goûts et les couleurs, moi je trouve sa musique formidable, on est d'accord. Mais des grands groupes comme ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mais je dirais, ce que je perçois dans ce tirage, c'est que quelqu'un qui a laissé une empreinte aussi grande en ayant été actif aussi peu de temps, apparaît peut-être Hendrix ou Janis Joplin, mais même eux n'ont pas cette aura-là. Il a une aura gigantesque, hein, Jim Morrison, gigantesque. Hein. Ah, les deux sont venus en même temps, le pan inversé et la traîtrise. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je vais vous dire comment j'interprète ça. Donc, le pan inversé, c'est la gloire. Au moment de sa mort, Jim Morrison, il était déjà dans le déclin, dans le sens où... parce que d'une part, le succès, le star system, tout ça, ça ne l'intéressait plus. Hein. Il était... Je ne vais pas dire que c'était une star déchue, pas du tout, c'était son choix. Lui, ça ne l'intéressait plus, il avait tourné le dos à ça. Mais, par la ruse, il y a comme quelqu'un qui a cherché à le faire tomber. Hein. Il est comme tombé dans une certaine forme de ruse. Il y a la traîtrise ici, il y a la ruse, il y a quand même quelque chose dans ce qui va dans ce goût-là. Alors, si on ne l'a pas consciemment fait tomber, on a utilisé la ruse pour, en tout cas, pour le rendre dépendant d'une substance, pour... on voulait obtenir quelque chose de lui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on voulait obtenir de lui? Alors, je ne crois pas que ça vienne d'elle. Hein. Pour moi, elle, c'est un personnage un peu transitoire entre les deux. Pour moi, la ruse, elle vient de cet homme-là, mais qu'est-ce qu'on aurait voulu? En quoi il aurait gêné, par exemple? Ah, oui. Nous, les Amérindiens, hein, le faucon, on peut y voir l'aigle aussi. Le faucon, c'est la clairvoyance. On est sur la bonne piste, là. Mais qui a rusé envers Jim Morrison et pourquoi? Qui a rusé et pourquoi? On a la stagnation ici. Ça stagne, on attend. Rien ne se passe. Bon, rien ne se passe, d'accord. J'aurais peut-être pas la réponse, hein, ça c'est tout à fait possible. On n'a pas toujours les réponses, mais il y a quelque chose de trouble derrière sa mort. C'est pas 100%, je vous dirais. Avec ce tirage, c'est pas 100%. Pour moi, il dérangeait cette personne. Il dérangeait cette personne. Est-ce qu'il l'a dérangé dans sa relation avec elle? C'est possible. Un jeune homme à l'envers, oui. C'est lui. On a Jim Morrison, oui. Alors ici, j'ai une carte, la pyramide, ça symbolise les instances supérieures. Ça peut être les loges, les groupements un peu secrets. Ça peut être quelqu'un dans l'ombre qui dirige quelque chose. Faisait-il partie ou avait-il rencontré des gens qui, en secret, faisaient partie, par exemple, des francs-maçons? C'est tout à fait possible. Ou cette personne-là, elle faisait peut-être partie d'un groupement ésotérique un peu... Je sais pas. Encore quelque chose au sujet de Jim Morrison. Un homme qui prend le chameau par la main. Ouais. Avait-il sur Paris un mentor, une personne qui était là entre guillemets pour le guider ou peut-être pour le... mais qui ne l'aurait pas emmené dans la bonne direction dans ce cas-là? Beaucoup de questions restent sans réponse autour de Jim Morrison. Hein. C'est assez intéressant quand même. Les loukoums, les douceurs, ben, je vous apprends rien. Hein. C'était un bon vivant, surtout à la fin. Certains médias disent qu'il avait pris beaucoup de poids, mais je pense qu'il voulait profiter d'une vie qu'il n'avait pas eu l'occasion de vivre jusqu'à présent. Hein. Mais quand on est sur le devant de la scène, on doit se contrôler, on doit avoir une certaine image.
tout d'un coup, comme ça, brusquement, il y a eu cette envie de retrouver son enfant intérieur et il s'est permis un petit peu toutes les dérives. Mais pour moi, autour de sa mort, il y a quelque chose qui n'est pas net. Hein. Il y a quelque chose où il a été trahi et ça se rapporte à sa mort par un homme d'un certain âge quand même déjà, pas un tout jeune, quelqu'un de plus âgé que lui, je peux vous dire déjà. Et on l'a fait quand même tomber. Alors, soit intentionnellement, mais je ne pense pas, parce que c'est avéré qu'il consommait des substances, ce Jim Morrison, mais on peut tout à fait couper la drogue de façon à ce qu'elle devienne mortelle. Hein. Ça, je vous apprends rien, ça s'est déjà vu. Quels sont les motifs? Je ne peux pas vous dire. Peut-être une histoire de cœur avec cette femme. Éliminer un rival, par exemple, qui devenait trop encombrant, qui devenait... Voilà, ou... Parce qu'au niveau de la musique, il ne représentait plus du tout une menace pour qui que ce soit. Il avait, je vous dis, je vois qu'il avait décidé de tourner le dos à la richesse. Hein. Je sais où j'ai le point inversé. Il avait voulu tourner le dos à cette espèce de gloriole médiatique, ça ne l'intéressait plus. Des richesses en profondeur. Hein. Des richesses en profondeur. Je vous laisse méditer là-dessus, des richesses en profondeur, ça peut être aussi une indication. Bon, Orientis, une dernière carte. Une dernière carte, après je pense que j'ai fait le tour pour l'existence de Jim Morrison. Je vais prendre celle-ci qui se cache. Les moutons. Les moutons. On a le troupeau de moutons. Alors, le message de Jim Morrison pour moi dans cette vie, c'était de nous apprendre justement à ne plus être des moutons. C'était retrouver sa vérité intérieure, c'est ce qu'il a fait en tournant le dos à sa vie d'avant. Et le fait d'être au devant de la scène, vous voyez, le fait d'être brillant, d'être devant les gens, si vous voulez, il alimentait ce système où il y a un leader, où il y a un troupeau de moutons qui suit. Et en fait, il avait déjà compris, c'est pour ça que je dis qu'il était précurseur, il avait déjà compris que dans la nouvelle ère, si vous voulez, à un niveau, alors là je vous parle à un niveau ésotérique, hein, à un niveau spirituel avancé, tout ça c'est des schémas qui vont tomber, hein, le star system, le fait d'aduler quelqu'un, le fait de, même si il vous semble avec les réseaux sociaux que c'est encore le cas, c'est quelque chose qui est en train de tomber. On ne veut plus être des moutons et on ne veut plus que les gens soient des moutons. Et pour moi, c'est pour ça. Il était en désaccord avec lui-même parce que lui prenait la liberté, hein, mais en rendant esclave, entre guillemets, ses fans, les gens autour de lui qui voyaient dans les concerts, je pense que ça lui est devenu insupportable. Et c'était ça pour moi. Alors merci Jim pour le message, parce que c'était très avant-gardiste. On entre dans l'ère du Verseau et c'est le message de l'ère du Verseau. C'est se réapproprier sa propre liberté, ne plus être un mouton, penser par soi-même. Et ouais, il allait continuer à écrire. Pour moi, il allait devenir... Mais pourquoi pas philosophe? Moi, je l'aurais bien vu devenir philosophe. S'il était resté vivant, il serait devenu philosophe. Voilà. Il y a probablement eu quelque chose de trouble autour de sa mort, ou, je vais le dire comme ça me vient, quelque part, on était content de le voir s'en aller. Voilà. On ne s'est pas précipité pour lui venir en aide, alors qu'on aurait probablement pu le sauver. On l'a laissé... Ne pas secourir quelqu'un, c'est aussi le trahir, hein, en quelque sorte. Voilà. Peut-être qu'il devenait trop encombrant, trop embêtant. Voilà. Allez, une dernière carte. C'est toujours comme ça, j'arrive pas à m'arrêter. Je vais prendre une dernière quand même. Le hammam. Le hammam, c'est l'eau. C'est se purifier, c'est se nettoyer. Et bien là aussi, hein, nettoyer tout ce qui était ancien. Vous savez, ces personnes-là, ces personnalités-là, que ce soit Presley, Lennon, Jim Morrison, ils arrivent un peu, je veux froisser personne en disant ça, mais comme des prophètes, hein, d'un nouveau temps. D'un nouveau temps qui nous apprennent à balayer des valeurs qui ne sont plus utiles en fait. C'est comme une vieille peau. On peut muer, on peut enlever tout ça, repartir vers quelque chose de nouveau, hein, qui correspond mieux à cette époque qu'on est en train de vivre. Mais dans ce sens-là, vraiment, lui était avant-gardiste. Voilà, on va voir un petit message s'il y a quelque chose au niveau des heures miroirs. Ça se rapporte plutôt, ça se rapportera à son décès, mais on va voir. Je vais les couper. Je ne sais pas si vous voyez encore quelque chose, parce que là, ça devient vraiment le souk.
C'est vraiment le souk. Mais j'aime bien moi ce côté souk. Ce côté, voyez, un petit peu désordre aussi. Pourquoi pas. Tout n'est pas toujours clair et limpide dans la vie. Hein. C'est celle-ci pour Jim. À 2h20 du matin, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Vous voyez, il avait la baraka, comme on dit. Hein. Il avait la baraka, il l'a reçu des Indiens. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Pour moi, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui avait reçu la protection. C'est quelqu'un qui reste maître de ta destinée. Oui, c'est lui qui voulait choisir. Il ne voulait pas que le système choisisse pour lui. Hein. Alors que ce soit la mort, finalement, la mort, on sait que c'est qu'un passage. Hein. On peut le déplorer, bien sûr, que ça a été la mort, mais... Allez, encore une. Encore une. On va voir s'il y en a une qui se retourne pour Jim. Allez, retourne-toi, petite carte. Ah, voilà, il y en a une qui est sortie, qui a sauté. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. L'âme d'enfant, c'est ce qu'il a fait. Il a changé de voie totalement. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Nous ne sommes pas des moutons et nous ne sommes pas appelés à être des moutons. Voilà. Alors après, c'est à chacun de choisir, hein, selon ses capacités, son vécu, son niveau de conscience, bien sûr. Mais on a ici des indications qui sont fortes. Alors, le petit oracle victorien. Ah, l'idéaliste. Ça, c'est rigolo. J'en ai 3 qui se sont retournés. On va les prendre les 3, hein. L'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Comme beaucoup de chanteurs, d'artistes, ce sont des idéalistes avant tout, qui offrent une perspective de voir le monde autrement. Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Vous voyez, il y avait le questionnement, le pour et le contre. Il y avait un grand questionnement chez James Douglas Morrison. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Pour moi, c'est ce qu'il faisait à Paris aussi. Et enfin, Oscar Wilde. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais si je ne me trompe pas d'auteur, c'est rigolo, parce que c'est bien sur les traces d'Oscar Wilde que Jim Morrison se rendait à Paris. Parce qu'Oscar Wilde, si je ne me trompe pas, avait aussi terminé sa vie à Paris. Je regarderai, je contrôlerai. Mais il me semble bien que c'était un auteur que Jim Morrison respectait beaucoup, admirait beaucoup. Et on a cette carte. Il a voulu aussi suivre les pas d'Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Ouais, alors là, je crois que plus authentique que Jim Morrison, on peut dire ce qu'on veut, mais plus authentique que lui, il n'y avait pas. Hein. Pour tourner le dos comme ça, en plein succès à sa carrière et sans jouer le jeu de dupe, hein, vous savez. Il aurait très bien pu se trouver des excuses, jouer le jeu de la loi, rester là-bas, s'écraser face à ces accusations. Non. Il est parti parce qu'il savait qu'on allait le coincer, mais c'était faux. C'était de fausses accusations contre lui. Hein. On n'a jamais retrouvé ni de photos ni d'enregistrement le montrant nu sur la scène. Hein. Donc, si geste obscène il y a eu, ils n'ont pas été prouvés. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'était un tirage, c'était un voyage aujourd'hui. Voilà, je peux penser à son âme. Je peux penser à son âme d'Amérindien. Il était amérindien, hein, au fond de lui. C'était un Amérindien, c'était pas un blanc, finalement. Ou peut-être qu'il est né blanc, mais après, il a été adopté par la communauté amérindienne de manière assez flagrante. C'est une belle histoire, malgré la tristesse. Ouais. Et parfois, la mort est un passage vers un monde fascinant, peut-être pour lui. Un autre monde fascinant. Voilà, chers amis. Merci d'être restés jusque-là.
Je vous rappelle le petit concours si vous voulez y participer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre affaire, un autre mystère. Si vous en avez, soumettez-les-moi. Je me ferai un plaisir, si elles me parlent, de les traiter. Et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, n'oubliez pas. Et à tout bientôt. Au revoir.